Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire Comité de veille DALO. On va laisser quelques minutes pour que tout le monde puisse nous rejoindre et se connecter. On vous invite à pouvoir indiquer votre fonction, votre nom dans le chat, comme ça on peut avoir une visibilité sur les participants à ce webinaire. Pour information, vous aurez des temps prévus pour poser des questions aux intervenants à l'issue de chaque intervention. Pour qu'on puisse bien les identifier, on vous invite à poser des questions dans l'onglet questions et réponses que vous pouvez trouver en bas de votre écran avec le petit point d'interrogation. Et information pratique, le webinaire sera diffusé et pourra être revisionné en replay à l'issue de ce temps d'échange. Il sera disponible sur le site internet de la Fédération des acteurs de la solidarité et sur la page YouTube. On vous mettra également le PowerPoint, le support PowerPoint sur lequel les intervenants vont s'appuyer. Et on vous mettra également à disposition le guide technique qu'on a rédigé avec les partenaires donc, de la FAPIL, de l'association DALO et de la Fondation pour le logement des défavorisés et qui sera présenté aujourd'hui. On vous souhaite à toutes et à tous un bon webinaire. Ça vous convient et afin qu'on puisse tenir le timing qu'on s'était imposé, Yves, je te propose de commencer. Bonjour à toutes et à tous, et je vois qu'on a une bonne représentation territoriale parmi les inscrits. Alors voilà, on peut peut-être passer à la slide suivante. Voilà, 5 mars 2007, 5 mars 2027, voilà 18 ans, jour pour jour, après l'entrée en vigueur de la loi DALO, eh bien, elle peine toujours à être appliquée. Alors, un petit clin d'œil à toutes celles et ceux qui sont peut-être présents aujourd'hui, qui ont concouru à l'élaboration et à la promulgation de cette loi. Et je fais un petit clin d'œil en particulier à Bernard Lacharme, le président de l'association DALO. Alors, en 2007, promulguer une loi assortie d'une obligation de résultat, avec recours au contentieux administratif, assorti d'astreintes et d'indemnités compensatoires, dont l'objectif est de reloger tous les publics en situation de mal logement, ça pouvait déjà passer pour une gageure. L'État devant mettre en place les politiques qui permettaient son application. Mais finalement, en 18 ans, c'est tout le contraire qui s'est passé. D'abord, il n'y a jamais eu aucune campagne d'information auprès du grand public pour présenter cette loi. On a assisté à un désengagement de plus en plus accentué de l'État dans la production de logements sociaux. On a vu des bailleurs sociaux ayant de moins en moins de moyens pour en construire, notamment d'ailleurs en PMR, et pour les entretenir. Et puis, érosion importante du pouvoir solvabilisateur des aides personnelles au logement. Alors, désolé pour ceux qui sont allergiques aux chiffres, mais je voulais tout de même poser la question sur un plan quantitatif. C'est les chiffres qui sont issus du dernier tableau de bord du Haut Comité pour le droit au logement et qui datent de 2023. Donc de 2008-2023, puisque la loi ça est devenu vraiment opérationnel en 2008. Voilà quelques chiffres. On a comptabilisé 1 359 859 recours déposés et des recours inégalement répartis sur le territoire, puisque c'est plus de 84% qui ne le sont que sur 21 départements. Alors 440 648 ont fait l'objet d'une décision favorable, soit 33%. Et plus le territoire est sous tension locative, moins il est reconnu de ménage au titre du DALO, ce qui accentue l'inégalité de traitement en fonction des départements. Enfin, 281 610 ménages ont été relogés et 102 969 restent à reloger. En grave pénurie de logements accessibles et indépendants, force est de constater que ce n'est pas le droit au logement du citoyen qui est opposable à l'État, mais c'est le manque
de logements sociaux qui est opposable aux citoyens. Alors les résultats n'étant pas au rendez-vous, tant sur l'accès à ce droit que sur sa reconnaissance, voire même sur le non-respect par l'État de son obligation de reloger, eh bien c'est dès 2009 que des associations parisiennes se sont réunies pour échanger sur leurs difficultés, pour apporter des solutions et tenir une position commune face à l'ensemble de leurs interlocuteurs. Et donc, c'est dès 2009 qu'ils ont formé un comité de veille, alors une instance sans statut juridique particulier, mais qui a assuré le suivi de l'application de la loi DALO à l'échelle de leur département. Alors, ce premier comité, porté par des têtes de réseau locales, a été essaimé dans plusieurs départements d'Île-de-France, créant une première dynamique sur ce sujet. On peut peut-être voir la carte sur la slide suivante, puisque d'autres comités voilà, ont vu le jour en Isère, dans le Nord, dans les Bouches du Rhône, et bientôt, nous l'espérons d'ailleurs, puisque c'est en cours de construction, dans les Alpes-Maritimes. Alors, ce comité de veille, ça se révèle vraiment être un espace d'échange de pratiques, de mise en commun de ressources et de montée en compétences collectives en matière de DALO. Alors, fin 2023, la dizaine de comités de veille existants se sont réunis pour la première fois pour partager leurs modalités de fonctionnement, leurs actions et le contexte de leur création. Et donc, bien sûr, à cette rencontre participaient aussi des acteurs sur d'autres départements qui étaient intéressés éventuellement pour mettre en place d'ailleurs ce type d'instance. Alors, à la suite de cette réunion, eh bien, un comité de pilotage du réseau national des comités de veille a vu le jour, réunissant les 4 réseaux qui sont à l'origine de l'organisation de ce webinaire, je les cite, l'association DALO, la Fédération des acteurs de la solidarité, la Fondation pour le logement des défavorisés et la FAPIL. À la suite de ce webinaire, nous avons l'intention de poursuivre nos échanges en présentiel, peut-être au cours du dernier trimestre de l'année. Donc, on vous invitera peut-être à venir à Paris pour continuer nos échanges. Alors, le comité de pilotage s'est proposé de rédiger un VDMECOM, donc VDMECOM dont l'objectif est de faciliter le processus de création de nouveaux comités de veille sur le territoire français. Alors, c'est l'objet du guide pratique de construction d'un comité de veille DALO aux acteurs du logement et de l'hébergement. Il ne faut pas bien sûr oublier aussi le droit à l'hébergement opposable. Donc, c'est ce guide qui permettrait donc de se lancer dans cette démarche. Alors, guide que nous vous présentons maintenant, qui vous sera envoyé dans les jours qui viennent, et qui sera suivi de témoignages. On a 3 témoignages de comités de veille en activité et en devenir. Et puis, nous conclurons cette matinée par la présentation par la FART et l'association DALO de l'action juridique pour non-assistance à personnes mal logées et son interaction possible avec les comités de veille. Je vous souhaite une très bonne matinée. Merci beaucoup, Yves. Avant de passer la parole à Emma pour la présentation du guide, je rappelle pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route, vous avez un onglet spécifique qui vous permet de poser les questions et les réponses. On vous invite à les poser dedans. Ce sera plus pratique pour les traiter et pour les voir. Et donc, des temps de questions-réponses sont prévus après chaque intervention. Voilà, petit aparté, merci. Et je te passe la parole, Emma. Oui, bonjour à tous, donc Emma Rioux de la FAPIL. Donc, comme Yves a expliqué, on a constitué un document qui répond à 7 grandes questions que on va vous présenter rapidement ce matin. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est quelles raisons peuvent conduire à la création d'un comité de veille? Donc ici, l'objectif, c'est d'identifier les territoires où des freins à l'application du DALO et du DALO sont constatés. Donc, il y a différentes manières de l'identifier, soit par des alertes des acteurs locaux, soit par la lecture de données objectives.
Il existe différents documents qui nous permettent d'objectiver ces difficultés. On a par exemple le tableau de bord et les statistiques produits par le Haut Comité pour le droit au logement. Nous avons également les rapports sur l'état du mal-logement de la Fondation pour le logement des défavorisés. Et il y a également d'autres documents comme les chiffres de Vaudril ou de Vaudréal sur l'application du DALO. Pour donner un exemple, par exemple dans le Nord, plus de 1000 recours par an ont été déposés avec un taux de décision favorable bien inférieur à la moyenne nationale, 17% contre 31%, ce qui a amené les acteurs du territoire à se regrouper pour construire un comité de veille. Voilà. Ensuite, la deuxième question qu'on s'est posée, c'est pourquoi constituer un comité de veille? Donc, on vous a présenté quelques motifs. La liste n'est pas du tout exhaustive, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir intégrer un collectif, de constituer un réel espace d'échange de pratiques et d'informations, aussi de se sentir moins isolé et davantage légitime en commission de médiation. Et puis, il y a l'objectif de pouvoir renforcer ces liens avec les associations membres des commissions. Et c'est vraiment une instance que vous pouvez solliciter, notamment lors des moments de durcissement de COMED ou autres. Voilà pour les 2 premières questions. Éric, je te passe la parole pour la suite. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Éric Constantin pour la Fondation pour le logement des défavorisés, ex-Fondation Abbé Pierre. Sur le point, est-ce qu'il est souhaitable ou possible de créer un comité de veille? Ce qui rejoint une première question que je vois dans le chat, pourquoi pas de comité de veille dans le Val d'Oise? Effectivement, sur l'Île-de-France, qui a commencé la région où se sont créés les premiers comités de veille, vous avez 2 départements sur 8 où il n'y a pas de comité de veille. Ce qui s'explique effectivement dans certains préalables qui nous semblent aujourd'hui importants, c'est d'abord de voir si localement, au niveau des départements, mais ça peut être aussi à l'échelle métropolitaine ou régionale, en tout cas sur l'Île-de-France, ça a été à une échelle départementale, s'il y avait déjà des relations entre certaines associations, donc c'était le cas, ce qui avait un petit noyau dur, et puis après, chacun a pu aller chercher dans ses propres réseaux, auprès de ses membres, auprès des associations partenaires, pour effectivement petit à petit avoir une instance qui réunit une quinzaine, en gros, enfin, minimum une quinzaine d'associations par comité de veille. On a eu, faut pas se le cacher, quand même des difficultés puisque c'est un engagement en termes de temps hein, sur les capacités de mobilisation des associations qui sont largement déjà mobilisées sur d'autres sujets. Notamment aussi pour celles qui sont membres des commissions de médiation d'ALLO. Donc c'est aussi cette question, pourquoi effectivement dans cet interdépartement, c'est aussi la question de temps, de moyens humains, pour pouvoir aussi, en tant que tête de réseau, pouvoir mobiliser, organiser, animer. Donc c'est quand même quelque chose qui prend du temps. On a tenté effectivement hein, sur certains départements. Certains, je me souviens des associations du Val d'Oise, ont assisté à des comités de veille, notamment des Hauts-de-Seine, parce que c'est aussi ça qui est intéressant de voir comment ça se passe sur d'autres départements. Ça n'a pas pris, mais ça veut dire que c'est pas trop tard, ça peut peut-être redémarrer. Il nous semble aussi important, effectivement, cette question de l'animation, de savoir qui, mais on en parlera, qui est présent. On a effectivement faut aussi savoir que dans les associations, on est plutôt pour ce droit au logement opposable en accord sur la loi, mais parfois peut avoir aussi des tensions, des lectures, des doctrines différentes associations. C'est aussi quelque chose qui doit être mesuré, puisque parfois il y a des divergences entre associations et c'est vraiment à regarder de près. Mais en tout cas, ça se discute dans ce genre de comité de veille. Mais il faut quand même bien avoir une personne ou plusieurs, parce que c'est aussi important pour porter effectivement ces comités et qui se réfèrent effectivement à la loi et pas forcément aux doctrines restrictives dont on parlera certainement plus tard. Je peux peut-être rajouter, puisque c'était prévu qu'on fasse un duo, hein, par rapport à ce que Eric vient de dire, je ferai simplement un petit coup de zoom sur quelques petites questions que vous trouverez d'ailleurs dans le guide, hein, parce que effectivement, on a des associations qui
dans certains départements, priorisent par exemple le PD-ALH-PD, et donc forcément, des associations pourront dire, bah non, moi je ne suis pas totalement en accord de mettre le paquet sur le DALO. Ensuite, on a une question qui est, auront-elles la capacité de participer au comité de parler librement? Eh bien, on a eu des cas où dans certains départements, les services déconcentrés de l'État font pression sur les associations pour qu'elles ne priorisent pas le DALO, avec même des menaces, hein, sur leurs subventions. Donc ça aussi, il faudra en tenir compte, hein, quand on se réunit, de voir un petit peu effectivement la vulnérabilité de certaines associations. Je crois qu'on peut passer à la slide suivante. Alors oui, pardon. Comment se compose un comité de veille? C'est la slide suivante et vous allez voir tout de suite que déjà ce qui a été évoqué par Eric et Yves va se compléter au fur et à mesure et c'est bien l'objet du guide que nous avons, sur lequel nous avons travaillé. Sur la composition du comité de veille, il n'y a pas de règle absolue ou universelle. La composition d'un comité est toujours fonction d'un paysage associatif et institutionnel local. Évidemment, il est indispensable que soient représentées les associations qui siègent en Comède parce qu'elles sont en première ligne. Ce sont elles qui reçoivent la réalité et sont confrontées aux enjeux qui ressortent des pratiques locales. Les associations qui accompagnent les recours des personnes sont importantes dans le dispositif de veille. Elles ont la connaissance et sont le relais de la demande. À travers leurs actions, elles sont à même de prendre la mesure des évolutions de la demande et des difficultés des ayants droit dont il faut parfois défendre la légitimité à agir. Nous avons vu que le rapport au droit n'était pas toujours d'une grande clarté. Le secteur associatif des associations de lutte contre les exclusions doit apporter une expertise indispensable, en lien avec celle des personnes directement concernées qui sont réunies au sein des conseils régionaux des personnes accueillies. Là encore, c'est une ouverture qui est indispensable. Elle n'est pas toujours facile puisque les représentations locales ne sont pas toutes identiques. En fait, selon les territoires, des coopérations, des partenariats plus larges peuvent se constituer. Systématiquement, ces coopérations sont le reflet du dynamisme des acteurs militants et professionnels insérés localement. Ici ou là, et c'est important, un élargissement a pu se faire en direction des collectivités territoriales, avec les femmes et les hommes, élus ou agents, qui sont investis dans le droit au logement par leur position, par leur posture. On pourrait ajouter aujourd'hui que l'entrée du nouveau critère concernant le logement inadapté aux situations de handicap est une incitation à rechercher la présence ou la collaboration d'associations spécialisées. C'est aussi le cas pour les intervenants dans des secteurs plus spécifiques, réfugiés, migrants bien sûr, urgence, parce qu'elles permettent d'aborder la complexité d'une application du droit au logement qui corresponde à des besoins reconnus, une avancée qui ouvre ou qui couvre la question du logement choisi qui reste sous-jacente dans toute recherche. À travers leur composition, ouverte à des préoccupations qui viennent alimenter une démarche pluridisciplinaire, les comités de veille jouent un rôle de regard critique et prospectif pour l'application du droit au logement opposable. Alors vous verrez dans le guide un certain nombre d'exemples de la diversité des apports. Je n'ai pas cité, et j'aurais dû le faire tout de suite, la présence des travailleurs sociaux de secteur qui ont une place importante dans l'espace d'information et d'échange de pratiques. Et puis, pour conclure sur cette question de la composition, je reviendrai sur le fait que les durcissements qui affectent certaines comètes confrontées à l'émergence de ce qui est convenu d'appeler les doctrines locales, ça vient d'être évoqué d'ailleurs précédemment, ce sont des doctrines locales qui nous éloignent souvent du droit. Et cela doit nous inciter à mobiliser largement celles et ceux, associations et personnes, qui sont engagés dans les combats pour l'effectivité du droit au logement. L'efficience du comité de suivi est augmentée aussi par le fait qu'ils viennent contribuer à la connaissance. La connaissance de la demande de ces évolutions est un élément essentiel
de ce qui est attendu de l'exercice effectif du droit au logement opposable. Alors, sur l'organisation d'un comité, c'est la slide suivante. Là encore, rien ne se fait en un jour. La structuration des comités se construit le plus souvent par étapes. En général, les acteurs associatifs se reconnaissent dans leurs préoccupations, des préoccupations qui sont partagées dans des rencontres, des réunions plus ou moins formelles. La création d'un comité ne repose pas forcément et systématiquement et d'abord sur un système d'adhésion, mais c'est des échanges qui doivent permettre d'avancer vers un cadre dès que le contenu est un peu formalisé. C'est seulement à ce stade qu'il est utile de conforter une organisation à partir de quelques règles de fonctionnement. Réfléchir à une animation, une forme d'animation qui peut reposer sur la mise en commun. Et c'est le plus souvent, et c'est ce qui est le plus intéressant d'ailleurs, entre une association locale et une tête de réseau. Ce type d'organisation a déjà fait ses preuves, c'est important d'y revenir. L'essentiel de la démarche repose toujours sur la mobilisation de chacune et chacun. La création d'un événement qui soutient cette mobilisation et lui donne une visibilité est aussi un bon point de départ. Parmi les exemples de structuration, on retiendra à Paris la rédaction d'une charte commune aux associations pour clarifier les objectifs et le positionnement du comité. On retiendra aussi le démarrage d'une mobilisation autour d'une action associative forte qui visait à trouver des solutions d'hébergement à 150 demandeurs d'asile dans le Nord. Et c'est l'accompagnement au dépôt des recours aux côtés d'une avocate qui déposait les référés de liberté qui a été à l'origine de tout cela. En fait, les comités de veille sont inscrits dans une dynamique d'action et c'est aussi ce qui caractérise à terme leur organisation. Voilà ce que je pouvais dire sur ce plan-là. Vous retrouverez bien entendu beaucoup plus largement expliqué dans le guide qui suivra notre webinaire. Bonjour, je suis Clara Papio, je travaille à la FAS Île-de-France et donc je co-anime les comités de veille, enfin en tout cas un certain nombre de comités de veille en Île-de-France. Du coup, une autre question qu'on s'était posée, c'était comment animer un comité de veille. Cette animation, du coup, de collectif, elle peut passer par une co-animation. Par exemple, en tout cas en Île-de-France, ça fonctionne souvent par une fédération et ensuite une association locale qui co-anime ces temps ensemble. Ce collectif d'associations, du coup, il s'engage sur la défense du droit au logement opposable et il peut se formaliser autour d'une charte qui donne le ton, mais aussi qui explique un petit peu quelles sont les modalités de rencontre et les modalités d'animation de ce comité de veille. Qu'est-ce que comprend aussi l'animation? Plusieurs choses. Déjà, l'envoi et la réservation, l'envoi des invitations, la réservation de la salle, mais aussi le développement en fait du comité, la mise à jour des membres et de leur adresse mail. Elle comprend aussi évidemment la définition d'un ordre du jour. Cet ordre du jour, il est évidemment fonction de l'actualité, du travail en cours du comité de veille, des évolutions juridiques, législatives, mais aussi des interventions qui peuvent avoir lieu. Par exemple, dans le 93, nous avions invité la Drill 93 à intervenir. Et donc, toute la réunion s'était vraiment déroulée autour de l'intervention et des échanges avec la Drill sur le sujet de l'application du DALO dans le 93. Dans ces rencontres, il y a une part très importante aussi du temps d'échange en fait sur des situations particulières, des difficultés que peuvent rencontrer les membres sur certaines situations. Une autre action importante, enfin dans l'animation des comités de veille et la coordination en fait des actions que décide le comité de veille, que ça soit donc la coordination, l'organisation d'un groupe de travail sur un sujet spécifique ou bien la préparation de courriers si jamais un courrier doit être envoyé.
Donc ces comités de veille qui se réunissent 3 ou 4 fois par an en fonction des besoins en fait aussi sur le territoire peut aussi être amené à voter si jamais il y a une action qui est prévue. Et dans ce cas-là, souvent, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait une structure, un membre et une voix. Donc ça, c'est sur le côté animation. Et ensuite, du coup, sur tout ce qui concerne les actions que peuvent mettre en place le comité de veille, là encore, ça dépend de quelles sont les volontés des membres en fait de ce collectif. Mais nous, ce qu'on avait relevé, c'était un petit peu quatre actions différentes. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc il y a plutôt quatre grandes actions. Déjà le rappel du droit euh, qui peut se faire donc au sein du comité, mais aussi par l'organisation de temps d'échange spécifiques avec les partenaires du territoire. Et ces temps de rappel du droit, ils sont essentiels parce que ça permet de créer donc de l'échange évidemment, mais aussi de construire une connaissance collective sur le droit au logement opposable, mais une connaissance collective qui est locale sur comment ça se passe véritablement sur notre territoire dans l'application du droit au logement opposable. Une deuxième action concerne donc faire connaître le droit. Faire connaître le droit, ça peut notamment passer par développer le comité de veille et du coup rendre aussi effectif le droit au logement opposable sur le territoire en diffusant l'information que ce droit est accessible pour les personnes accueillies et accompagnées. Et ça peut être aussi orienter les professionnels vers des formations ou des temps de sensibilisation sur le sujet. Une autre action essentielle, donc c'est faire reconnaître le droit cette fois-ci. Et donc là, ça peut passer par différentes choses. Là encore, en fonction des volontés des membres. Ça peut être notamment la création d'une permanence pour vraiment, ça peut être une permanence physique ou téléphonique pour accompagner les demandeurs du droit au logement opposable. Ça peut être aussi un temps de massification des recours d'AO ou d'ALO sur un sujet spécifique qui n'est pas forcément bien appliqué sur le territoire. Voilà, il y a plusieurs actions aussi pour faire reconnaître le droit et aussi faire changer les pratiques sur le territoire. Et enfin, il y a évidemment une dernière fonction de plaidoyer qui est essentielle. Le comité de veille peut aussi participer à faire, à créer en fait des études ou des enquêtes à partir des membres en fait de ce comité et des personnes qui peuvent faire des recours d'ALO. Par exemple, à Paris, on a recensé en fait les problématiques dans l'instruction qui pouvaient, auxquelles les associations pouvaient faire face, les retards de réception, des accusés réception, etc. Et on l'a ensuite fait remonter à la DRIL pour faire montrer en fait, expliquer que vraiment il y a des problématiques dans l'instruction des dossiers d'ALO. Ça peut aussi être l'interpellation des instances publiques ou l'organisation de conférences ou de comités de presse ou de colloques. Voilà. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, on a quelques questions qui ont été posées dans le chat. On peut se laisser 5 minutes. N'hésitez pas si des questions vous viennent à les poser dans l'onglet questions-réponses. Comme ça, on peut y répondre en direct. Donc, certaines questions ont été répondues. Donc, vous avez quelques informations complémentaires qui sont disponibles dans l'outil. Et on a donc une question. Je vois, Eric, tu es en train d'y répondre. Peut-être que tu veux y répondre en direct. On nous demande, je ne suis pas sûre de bien comprendre, le comité de veille se fait nationalement ou localement. Qui contacter pour y participer? Euh, Actuellement, oui, les comités de veille, l'intérêt, c'est d'être assez local. Donc là, aujourd'hui, en tout cas pour l'Île-de-France, c'est au niveau des départements. Après, on a des rencontres aussi. On organise une fois par an un comité de veille régional
Voilà, donc il y a 2 à 3 rencontres par an pour les comités de veille au niveau des départements, une rencontre au niveau régional, et puis il y a eu effectivement le début de comité de veille national, mais l'idée étant plus on est local, plus on est dans la réponse aussi aux personnes qui vont participer à l'interpellation, aux pratiques des doctrines, etc. Donc l'idée étant voilà, d'avoir des comités de veille associatifs au niveau des départements. Je crois qu'il n'y a pas d'exemple, enfin, sauf erreur de ma part, hein, on est vraiment, puisqu'en fait on est un peu basé sur l'organisation des COMED qui sont au niveau des départements. Donc c'est pour ça que ça a été au départ l'échelon privilégié pour l'installation de ces comités de veille associatifs. Juste peut-être aussi une petite précision. C'est vrai que si on remonte le temps, avant 2007, avant la loi Dallot, il existait déjà des commissions. Alors, selon les endroits, on les appelait des commissions de cas difficiles, des commissions de ménages prioritaires, qui réunissaient les associations, les bailleurs, voire des collectivités locales. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a encore des scories de ces anciennes commissions avant Dallot? C'est pour ça qu'on se pose la question aussi, existe-t-il déjà une instance où il y a des rencontres? C'est peut-être important pour la personne qui se demandait comment ça pouvait se constituer un comité de veille, c'est effectivement de voir s'il n'y a pas déjà un lieu hein, qui pourrait peut-être devenir un comité de veille, mais un lieu qui existe déjà, qui préexiste déjà. Peut-être qu'on peut compléter la réponse à la question sur le national et le local en rappelant l'importance aujourd'hui euh, du local, compte tenu de la multiplication des doctrines locales qu'on voit surgir ici ou là, et qui sont souvent quand même de véritables agressions contre la loi elle-même. Donc on a besoin de ce niveau local, qui est le niveau de veille et donc aussi d'alerte, et puis le niveau national, parce qu'à un moment ou à un autre, lorsqu'il faudra réagir, réagir en contentieux, devant des décisions prises par telle ou telle préfecture ou autre institution locale, on aura besoin du national parce que ce ne sera pas toujours facile de s'engager localement dans une confrontation avec des institutions locales. Donc les deux niveaux sont importants, mais le fondement du comité de veille, il est bien sûr au niveau local, au plus proche du terrain et du travail fait par les comètes. Il reste 2 minutes pour les questions. Est-ce qu'on en a d'autres, Camille, dans le chat peut-être Oui, tout à fait. Alors du coup, comment savoir si sur notre département, le comité existe et qui y participe? Ça, c'est une très bonne question. Alors déjà, pour savoir s'il y a des comités qui existent dans les départements où vous êtes, vous avez la cartographie qui sera dans le Vademecum, donc vous pourrez voir s'il en existe un dans votre département. Après, pour savoir comment le rejoindre, vous pouvez prendre contact avec nous. Vous aurez la possibilité de nous contacter pour que nous, on puisse vous orienter vers les personnes à contacter localement. A priori, les 4 associations du comité de pilotage sont en lien avec l'ensemble des animateurs des comités de veille existants, donc on pourra vous renseigner au besoin. Et peut-être, donc on avait aussi une question dans le chat. Quels sont les départements qui priorisent le PDA à l'HPD? Est-ce que c'est légal et quels sont les recours possibles? À ma connaissance, puisque c'est moi qui en a parlé tout à l'heure, Oui. je ne pense pas que effectivement on ait cette vision très microscopique pour aller voir quel département les travailleurs sociaux priorisent. Bon, après, comme je le disais, ça peut être aussi une stratégie de l'État hein, qui, compte tenu effectivement des difficultés de reloger les personnes, compte tenu des menaces aussi de contentieux, peut effectivement s'organiser de telle façon à ce que les travailleurs sociaux soient plutôt inclinés vers le plan. Hein. Mais bon, je vais pas. Et c'était quoi la deuxième question, la deuxième partie de la question? C'était Est-ce que c'est légal et quels sont les recours possibles? ce qui est légal, c'est surtout le recours à la loi, hein, parce que je rappelle que le plan, tout le monde le sait, mais je le répète, c'est une obligation de moyens pour permettre l'accès l'accès au logement des ménages prioritaires.
Par contre, la loi DALO, c'est une obligation de résultat. C'est toute la différence, et effectivement, c'est ce qu'il faut dire aux travailleurs sociaux. Hein, c'est que si ça ne marche pas, je prends l'exemple du Nord, c'est de plus en plus bloqué. Du côté du plan, on a de plus en plus de typologies de ménages qui ne sont pas relogés comme les grandes familles. Les délais sont de plus en plus longs pour être relogés. Donc, allez voir aussi du côté de la loi. C'est la loi qui doit aussi jouer, qui doit rentrer en ligne de compte dans ces cas-là. Pour compléter peut-être très rapidement, parce qu'on va être hors timing sinon, je sais que en Haute-Garonne, par exemple, c'est une pratique qui est à court. Notamment, eux, pendant un long moment, ils demandaient à ce que les personnes soient déjà inscrites au PDA-LHPD si elles correspondaient aux critères avant de pouvoir faire un recours DALO et d'avoir au moins 4 mois d'ancienneté. Ce qui a été fait par plusieurs associations locales, ça a été d'attaquer non seulement la doctrine de la Comède, mais aussi le règlement intérieur du PDA-LHPD parce qu'il y avait encore des critères en interne pour tenter d'être inscrit comme public prioritaire. Donc il y a eu des recours qui ont été globalement qui ont été tentés là-dessus et j'ai connaissance aussi de réunions informelles des services de l'État avec des travailleurs sociaux, notamment de la CAF en Île-de-France, qui incitaient fortement à plutôt avoir recours au dispositif prévu par le PDA-LHPD plutôt qu'au recours DALO en disant que les personnes étaient relogées plus rapidement, qu'il y avait des personnes qui pouvaient passer sur liste, entre guillemets. Donc, comme le disait Yves, on n'a pas de recours en cas d'ineffectivité des relogements. Donc, on insiste sur le fait de dire que dans la loi DALO, on a des voies de recours ouvertes si le droit au logement n'est pas effectif pour les ménages. Merci beaucoup. Alors, pour tenir le délai, je vous propose qu'on passe aux interventions suivantes, donc les interventions des comités de veille. Les questions peuvent continuer à être posées dans le chat, questions, retours d'expérience, et on essaiera d'y répondre également au fur et à mesure. Toutes les réponses apportées sont disponibles dans l'onglet Répondu. Et je passe tout de suite la parole à Georges. Bonjour, moi j'interviens pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans le comité de veille d'Allo de Paris. Donc moi je participe au Comète de Paris en tant que membre du collège associatif depuis fin 2023. Et ce comité de veille, ça a été très important pour nous, enfin pour moi et pour nous en tant qu'association Les Enfants du Canal, et pour tout un collectif d'associations, je pense, en tant que lieu d'échange sur nos pratiques, sur nos constats, sur tout ce qui se passe en Comède. Alors, peut-être que vous n'avez pas en tête exactement comment ça se passe en Comède à Paris, mais il y a beaucoup de dossiers, ça va très vite, on n'a pas vraiment, on peut pas prendre le temps de discuter sur chaque chose. Après, il y a aussi des groupes de travail organisés par la DRIL pour revenir sur le positionnement et sur la doctrine qui est appliquée. Mais il n'y a pas un espace comme on a pu le constituer après ces rencontres en comité de veille. Donc, pour vous donner un peu une idée de ce qu'on a pu faire ces derniers 1 an et demi, Clara l'a évoqué tout à l'heure. Donc, il y a une charte qui a été écrite et signée par 13 associations. Ça nous a permis déjà de définir un peu nos objectifs, nos engagements et de signer notamment par le comité de veille d'Allo un courrier où on a interpellé la préfecture sur la doctrine, sur les problèmes d'instruction des dossiers, sur les délais. On a un petit peu commencé un petit observatoire interassociatif sur comment les décisions sont communiquées ou pas aux ménages qui font les recours. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de ménages qui sont reconnus prioritaires urgents d'Allo, mais qui ne reçoivent jamais la décision, ou bien qui sont rejetés, mais qui ne reçoivent jamais la décision. Donc, on a commencé un petit peu à essayer de faire remonter les informations, nous, dans le terrain, nous, travailleurs sociaux. Après, c'est encore une chose qui est au tout début, mais donc on a pu faire un courrier. On n'a pas eu de réponse encore de la part de la DRIL, donc je ne vous vends pas du rêve. On n'a pas fait bouger des montagnes,
Mais quelque part, ce que j'aimerais vous transmettre, c'est que ça nous a permis, en tout cas, un espace de parole où, comme le dit le guide et comme vous dites depuis le début de ces présentations, en espace où on se sent beaucoup moins seul, où on peut constater qu'on n'est pas tout seul dans notre lutte quotidienne et dans l'accès au logement et à l'hébergement. Et plus concrètement, donc je voulais vous expliquer que ben, très concrètement, il y a eu des changements de loi, par exemple pour le critère de suroccupation. Donc il y a eu un changement. Il n'y a plus seulement le critère mètre carré dans le logement, mais aussi combien de personnes par pièce de vie. Et ça, on a pu s'en emparer très rapidement parce qu'on avait créé ce groupe de travail et les comités de veille d'Allo où on a pu échanger rapidement sur ça, se mettre tous un peu d'accord sur notre positionnement, sur comment intervenir, comment le faire ressortir en comète sur tel et tel dossier et faire appliquer la loi dès qu'elle était sortie, quoi. Donc ça c'est un des exemples. Un autre exemple que je retiens, c'est cet échange avec des personnes. Enfin, pour vous donner aussi un cadre un peu plus concret, il y a une trentaine de personnes qui participent au comité de veille d'Allo à Paris. Il y a beaucoup d'associations différentes. Il y a un noyau dur, un peu comme disait Eric tout à l'heure, il y a un noyau dur de personnes qui participent toujours et qui sont plutôt, qui participent au COMED et puis c'est animé par la FAS et par la Fondation du logement des personnes défavorisées. Euh, et ce noyau dur anime fortement ce comité, mais il y a aussi beaucoup de nouvelles têtes à chaque réunion. Il y a des travailleurs sociaux, il y a des bénévoles, il y a des chefs de structures d'hébergement, de logements temporaires. Enfin, il y a beaucoup de profils différents et ça nous a aussi permis enfin, de présenter ce qui se passe en Comède, que ce soit beaucoup moins hermétique, que ce soit pas une chose complètement opaque et que voilà, on puisse parler de ce qui se fait réellement, de pouvoir inviter notamment des observateurs qui sont intéressés à venir voir comment se passe une Comède. Donc nous, en tant que membres, on peut inviter des observateurs. Ça a pu se faire aussi par le biais des comités de veille. Un autre exemple que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, ces associations, ces intervenants qui participent en Comède, on a pu faire des groupes de travail, re-questionner la doctrine, parce que quelque part, en participant au COMED, on commence à se faire recaler très souvent par les mêmes arguments, par les mêmes critères, voilà, on est à Paris, ici c'est comme ça, et entre membres associatifs, on peut se questionner, c'est comme ça, mais est-ce que ça pourrait pas être autrement? Et nous qui sommes dans le terrain et qui constatons des inégalités d'accès aux droits, de complications, je pense notamment aux différents publics, parce que moi, je travaille dans la VDL, je travaille dans l'accès au logement de personnes qui sont déjà, pour la plupart, reconnues d'Allo. Euh, Échanger avec des personnes qui accompagnent des demandeurs d'asile ou qui accompagnent des personnes en structure d'hébergement, ça peut aussi nous faire voir comment ça se passe pour obtenir un avis d'imposition pour un demandeur d'asile, notamment, ou une personne qui est récemment réfugiée, et pour quelles raisons on peut défendre tel et tel dossier en COMED en disant bah, c'est normal que cette personne n'ait pas tel document, même si pour vous c'est une pièce obligatoire, il y a une exemption de présenter tel et tel document. Donc on a pu appliquer tout ça justement parce qu'on échangeait sur les pratiques, parce qu'on échangeait sur comment ça se passe dans le terrain et avoir cette vision globale et avoir les arguments pour ensuite défendre les dossiers qui ne sont pas les nôtres ou qu'on ne connaît pas au plus près, mais qu'on connaît comment ça se passe pour les autres, pour nos collègues, pour les autres publics accompagnés. Voilà, je voulais vous dire un peu tout ça. Je cherche un peu dans mes notes si j'ai d'autres choses à rajouter. Donc, on arrive à se rencontrer à peu près une fois par trimestre et il y a une trentaine de personnes qui participent, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on a pu notamment trouver moyen d'ouvrir le dialogue avec la DRIL, avec la mission d'Allo, euh, en, en faisant notre propre ordre du jour et pas
pas se voir imposer des ordres du jour à valider en groupe de travail à chaque fois, et de soulever vraiment, nous, nos questionnements sur le traitement des dossiers. Et plus récemment, là, les caducisations, c'est quelque chose qui nous a beaucoup inquiété parce que ça vient de se mettre en place dans le 75, la caducisation. J'entends par là le fait d'enlever le DALO à des ménages qui ont refusé une proposition de logement. Et ça nous a beaucoup questionné la façon dont ces dossiers étaient traités, si les ménages étaient réellement consultés sur le motif de leur refus. Donc, est-ce qu'il y avait un vrai contradictoire? Est-ce qu'il y avait vraiment une possibilité des personnes de se défendre? Et est-ce que les travailleurs sociaux étaient contactés ou pas? Et qu'est-ce qui est un motif de refus légitime ou pas légitime? Où est-ce qu'on met le curseur? Donc, on a pu vraiment faire tout un travail et se sentir beaucoup plus légitime, beaucoup moins seul à faire face à des discours et des pratiques qui vont à l'encontre de la loi et qui mettent de nouveaux critères, d'autres barrières, d'autres... Je suis voilà, désolée, mais si on j'espère veut qu'on est... respecter le timing, il va falloir J'ai conclure. fini. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va prendre quelques minutes pour poser les questions. Alors, du coup, celle-ci, je vois qu'elle a obtenu une réponse. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par privilégier le PDL-HPD par rapport au DALO? Est-ce qu'il y a des missions spécifiques au département qui sont non contraignantes? Donc là, je pense que c'est encore une question qui s'adresse à Yves, plutôt. J'ai pas bien compris la question. Alors, Euh, qu'est-ce qu'on entend par privilégier le PDA-LHPD par rapport au DALO? Est-ce que des missions sont spécifiques au département et non contraignantes? Non, effectivement, dans la plupart des plans départementaux, on retrouve bien sûr les mêmes catégories de bénéficiaires, à peu de choses près, hein, donc que ceux qu'on retrouve dans la loi DALO. Donc, à partir du moment où on passe par le plan, effectivement, on peut réussir à ce que les personnes puissent accéder à un logement. De toute façon, c'est pareil, hein, dans le contingent d'action logement, etc., on retrouve les mêmes contingents, que ce soit du côté du plan, que ce soit du côté de l'association d'Allo. Mais bon, c'est vraiment, je crois, au choix des travailleurs sociaux qui accompagnent les requérants, hein. Il y en a même qui font les deux, hein. On peut faire les deux d'ailleurs. On peut faire les deux en même temps. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'il faut répondre. On peut peut-être ajouter que le plan départemental, issu de la loi Besson, est un cadre général. Hein, c'est le cadre général qui fixe un certain nombre de moyens pour agir localement au niveau des départements. Le droit au logement opposable a instauré un recours justement pour... c'est pas un mode d'accès normal, c'est le recours lorsque ça n'a pas marché dans le circuit qui est prévu notamment par le plan départemental. Donc, le recours est un complément aux dispositions qui existent dans le plan départemental, qui sont des dispositions cadres. Merci beaucoup. Donc, je vois également Kerry qui est en train de compléter la réponse dans le chat. Peut-être une dernière question avant de passer à l'intervention suivante. Est-il légal d'exiger qu'un dossier SIAO soit actif pour accepter un recours DAO? Je viens de compléter. Alors, il y avait eu des éléments de réponse par les participants au webinaire. Donc voilà, enfin, je me suis permis de compléter un petit peu la réponse dans le sens où il y a ce qui est prévu par la loi et il y a ce que la pratique amène à faire. Donc, dans la loi, il n'est pas obligatoire d'être inscrit au SIAO. Il faut avoir fait des démarches préalables et un appel au 115 suffit, même si maintenant le SIAO regroupe effectivement les appels au 115. Mais l'inscription au SIAO, notamment insertion par un travailleur social, n'est pas obligatoire, notamment parce que si la personne n'a pas de travailleur social, elle est censée pouvoir se saisir tout de même de ce recours. Oui, enfin, je rajouterais que les services de l'État dans les départements passent
très souvent par la SIAO, pour l'instruction des demandes et bien sûr, ensuite, pour le relogement ou l'hébergement des requérants qui ont été reconnus prioritaires et urgents. Donc, forcément, le SIAO a un rôle important dans cette procédure de la loi DALO. Merci. Et donc, on a un retour d'expérience aussi. Sauf erreur de ma part, dans l'Oise, si reconnaissance DALO validée, il n'est pas possible de proposer la candidature d'un ménage sur le contingent départemental. Est-ce que vous confirmez? Alors, ce que je vous propose, c'est de passer à l'intervention suivante et de passer la parole à Aude Lévesque, qui va présenter le comité de veille, le comité de veille des Bouches-du-Rhône. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux collègues des associations de PACA que je vois inscrits figurant parmi les participants. Donc, je vais vous partager un peu l'expérience du comité de veille des DALO des Bouches-du-Rhône. Donc, pour commencer, peut-être vous dire un peu d'où on est parti, comment s'est constitué le comité de veille. Donc, dans les années 2010-2020, il y a une interfédé DALO qui était animée par l'URIOPS et qui réunissait les membres associatifs qui siégeaient en COMED. Au bout de quelques temps, il y avait un essoufflement, une lassitude un peu des membres qui siégeaient en COMED parce qu'il y avait un sentiment qu'il y avait peu d'écoute en fait de ce que les associations pouvaient amener et peu de reconnaissance de leur légitimité à porter des positions autres que celles défendues par les services de l'État. Donc voilà, un moindre engagement dans cette instance. Sur la même période, la Fondation était également, avec ses partenaires associatifs, très engagée sur la mise en œuvre du DALO et notamment la promotion et le développement du contentieux. Mais on n'était pas très, très, très nombreux, en fait, à être vraiment dans cette dynamique-là de faire vivre et de défendre le DALO dans son volet contentieux. Donc, il y avait une nécessité peut-être d'élargir un peu le cercle et des acteurs engagés sur cette dimension-là. Il y a eu aussi une période un peu déterminante au moment du Covid, où là, les personnes qui étaient en situation de rue ont pu bénéficier d'hébergements, mais souvent des hébergements de courte durée, en hôtel, donc pas très adaptés. Et donc là, il y a eu une mobilisation un peu associative autour de quel levier on pouvait activer, quelle réflexion on pouvait engager pour aller au-delà de ces mises à l'abri courtes. Et comme on parlait beaucoup de personnes en situation irrégulière sur le territoire, on ne pouvait pas envisager le DALO, mais par contre, on pouvait clairement envisager le DAO. Et donc, il y a eu toute une réflexion et un travail autour de la défense et de la promotion du DAO. Troisième autre élément aussi sur le contexte, c'est que ça, ce sont des alertes un peu locales, des retours un peu de ce que l'action locale, mais ce qui se passait dans les Bouches-du-Rhône ne passait pas complètement inaperçu au national et notamment aux yeux de l'association DALO qui voyait bien un peu les chiffres qui étaient un peu préoccupants sur le DALO dans les Bouches-du-Rhône, avec un taux de décision très faible, des sérieux doutes quant à la mobilisation et l'identification du contingent préfectoral. Et donc, tout ça a amené à ce que, sous l'impulsion de l'association DALO, des réunions soient proposées à l'ensemble des parties prenantes de ces diverses instances pour échanger autour de la mise en œuvre et de l'application du DALO dans le département. Ces réunions ont commencé en 2022 pour aboutir à une création officielle du comité de veille en mars 2023. Donc, on est sur les 2 ans là, du comité de veille DALO. Il y avait aussi une intention, dans le cadre de ce comité de veille, c'était aussi de replacer le DALO au centre du débat, parce qu'on avait vu dans le temps s'étioler un peu tout ce qui était restitution de bilan, organisation de comité de pilotage, qui avait pu avoir cours et qui n'avait plus du tout cours. Et donc, il n'y avait plus d'échanges d'instances dédiées au DALO, où on échangeait sur
la mise en œuvre et l'application de la loi. Et puis en même temps, on avait aussi un discours assez dénigrant autour du DALO, qui servirait à rien, qui serait coupe-fil. Donc voilà, tout était un peu, toutes les planètes étaient un peu alignées pour qu'il y ait une mobilisation, une remobilisation autour du DALO dans le département. Donc on est parti avec 16 membres au départ, on a doublé, aujourd'hui on est à 32 associations qui sont membres du comité de veille, qui viennent régulièrement. On a des modalités d'inscription et de participation au COMED qui sont doubles, on peut y figurer en tant qu'association qui nommément membre du comité de veille, mais on peut aussi y participer de manière anonyme parce qu'on est moins à l'aise avec l'idée de siéger dans cette instance. Mais les deux modalités sont complètement ouvertes. On peut venir nommément ou rester anonyme. Donc notre fonctionnement, il est sensiblement le même depuis le démarrage. On a une réunion plénière qu'on tient chaque trimestre, qui permet de faire un partage de l'actualité générale liée aux politiques du logement et puis plus spécifiquement relative à la mise en œuvre du DALO sur le département. On a des groupes de travail thématiques qui sont aussi là les mêmes depuis le début, un autour de la participation associative en COMED, un sur la question de l'effectivité du DALO, du relogement et donc la question des attributions de logement, et un groupe de travail autour du DAO. Donc la co-animation est assurée par l'URIOPS, l'association DALO et la Fondation pour le logement des défavorisés. On s'est également doté d'une charte qui permet de reprendre un peu les objectifs visés et les moyens mis à disposition. Aujourd'hui, c'est un comité de veille qui n'a pas de financement dédié. On est sur des mises à disposition de temps et des structures qui l'animent et des membres associatifs qui contribuent à nourrir les échanges. Pour vous dire un peu qu'est-ce que ce comité de veille a permis de faire et ce vers quoi on va. Pour commencer, ce qui est plutôt de notre point de vue, très positif, c'est tout ce qui tourne autour de la remobilisation des acteurs associatifs en commission de médiation, qui font qu'aujourd'hui, les acteurs se sentent plus forts, plus solides, plus légitimes pour s'opposer à des éléments de doctrine contestables, et on a une vraie bascule qui s'est opérée en COMED avec des changements des décisions qui sont prises dans un sens qui n'était pas celui pris préalablement. Donc on a une plus forte reconnaissance de la plus-value de la présence associative en COMED et des acteurs qui se sentent plus outillés. Et donc, on a une évolution, je pense, des chiffres du taux de reconnaissance prioritaire et puis une participation effectivement active en commission. On a également, par le travail collégial, permis d'obtenir des avancées notables en faveur du DAO, puisque, donc, je vous disais, dans le moment du Covid, là, on s'est mobilisé fortement autour du DAO, notamment pour les personnes en situation irrégulière. Et donc, à force de contentieux, parce que c'est vraiment par le contentieux que c'est passé, et plusieurs années de contentieux, une intervention de la vice-présidente du tribunal auprès de la DETS, une intervention du défenseur des droits auprès de la DETS, on a obtenu que soient reconnues prioritaires les personnes en situation irrégulière dans le cadre du DAO, ce qu'elles n'étaient pas préalablement, et on a obtenu qu'elles soient reconnues prioritaires au premier passage et que ça ne nécessite pas forcément une décision du TA qui annule la décision de rejet et qui oblige au réexamen. Je vous dirais voilà, qu'aujourd'hui, on est toujours en veille sur ces questions-là parce que rien n'est acquis et tout est mouvant. Et donc, il faut le terme de veille est tout à fait approprié pour qualifier notre action de surveillance continue et d'adaptation continue de nos actions en comité de veille. On a obtenu aussi le retrait de dispositions illégales qui figuraient sur le site internet de la DETS. Et donc, comme je le disais, une vraie attente aujourd'hui de ces temps de réunion, une régularité de la participation des membres et donc une vraie richesse des débats et des discussions qui s'y tiennent.
Ce qui aujourd'hui reste encore comme une marge de progression, c'est peut-être la difficulté qu'on a parfois à obtenir la transmission des décisions par les membres, des courriers, enfin tout ce qui pourrait venir étayer tous les propos qu'on tient à chaque plénière et qui nous permettrait de pouvoir produire peut-être plus de notes ou d'éléments ou de publier davantage de choses circonstanciées. Mais voilà, tout ça est lié forcément à la charge de travail de tout le monde. Et comme on le disait, voilà, personne n'a de temps de travail dédié au DALO, au comité de veille. Et donc, on fait tout ça en plus voilà, de nos activités. Mais c'est une petite marge de progression. Ce qu'on a aussi un objet de travail dont on voulait se saisir, c'est autour de la question des pratiques contestables des bailleurs sociaux, sur lesquels on a travaillé, sur lesquels on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément beaucoup de prise, en tout cas en matière de contentieux. Et donc, ça va donner lieu à des réflexions aujourd'hui sur la manière de le traiter peut-être autrement, cette question des difficultés d'attribution, peut-être dans un échange un peu accru avec l'Adréal, puisque dans les premières années du comité de veille, on était plutôt sur des échanges avec la dette, mais finalement, donc on a eu une ou deux réunions avec la dette pour faire part de nos observations sur les difficultés dans l'application de la loi. On se rend compte que ça produit pas forcément beaucoup d'effets, que chacun campe un peu sur ses positions, que il faut quand même, notamment sur le DAO, comme je vous le disais, il a fallu vraiment passer par du contentieux massif pour que ça change. Et donc aujourd'hui, on se dit que, et là vous avez beaucoup parlé de la drill en région parisienne, et on pense qu'effectivement en PACA, ce qui peut amener du changement, c'est d'échanger, de collaborer davantage avec l'Adréal. Donc l'Adréal qui est venu déjà nous présenter les missions qui étaient les siennes en termes de suivi et d'évaluation de l'application du DALO. Et on s'est rendu compte de leur côté comme d'une autre qu'il pouvait y avoir vraiment un intérêt à se parler davantage, puisque eux avaient bien identifié, enfin, avaient des groupes de travail avec les dettes, les bailleurs sociaux, mais manquaient parfois un peu du remontée de terrain des acteurs associatifs. Et donc, on a convenu on gagnerait à se voir plus régulièrement, et puis à produire un peu de connaissances à destination de l'Adréal sur les observations et les remontées de terrain des associations. Et donc, c'est notamment ce qu'on va s'engager à faire sur la question des attributions de logements et des pratiques des bailleurs sociaux. On vient de se doter d'un outil de recueil de données qui va nous permettre, on espère, de pouvoir leur apporter de la matière sur nos constats et nos observations. On va continuer à donc assurer une veille autour du DAO, parce que ce qu'on avait obtenu de reconnaissance prioritaire des personnes en situation irrégulière sans trop de discussion, c'est un peu été rebattu depuis la décision du Conseil d'État de mai 2024 qui restreint l'éligibilité au DAO. Donc, il va falloir qu'on soit vigilant à une nouvelle formulation de décision de rejet, qu'on se remobilise sur du contentieux éventuellement. Mais voilà, donc le combat continue. Et dernière perspective de travail qui reste, qui est en cours, c'est toujours la dynamique de formation de membres associatifs qui siègent en Comed pour continuer d'être bien au fait des évolutions de la loi, d'intégrer de la meilleure façon possible des nouveaux membres pour continuer à avoir ce bloc associatif en Comed qui change la donne. Peut-être aussi un travail sur la mise en place d'outils qui permettent à chacun de préparer des commissions et que ce soit moins chronophage, parce qu'on a parlé du rythme et de la cadence à Paris, et dans les Bouches-du-Rhône, c'est pareil. Donc, et voilà, comment aussi se doter d'outils pour pouvoir être le plus efficace possible. Voilà un peu ce que je pouvais vous partager, mais si Diane, qui co-anime le comité avec moi, veut rajouter quelque chose que j'aurais oublié, qu'elle n'hésite pas. C'était très, très exhaustif, c'était parfait. Je n'ai rien à ajouter.
Est-ce qu'on prend un temps de questions ou est-ce que continue? Alors, pardon? On peut continuer, on fera les questions après, non? Alors du coup, j'en profite. Il y a pas mal de discussions dans l'onglet questions-réponses avec des compléments qui sont apportés sur certains points, des compléments juridiques. Donc n'hésitez pas aussi à pouvoir à aller consulter cet outil. Ok, très bien. Donc j'enchaîne avec le travail en cours dans les Alpes-Maritimes. Ok. Donc travail plus récent et qui s'appuie sur des constats et des travaux et des initiatives anciennes. Alors du coup déjà peut-être dire que bah, ce qui se passe comme à l'instar de ce que je disais des Bouches-du-Rhône, ce qui se passe dans les Alpes-Maritimes n'est pas passé aussi inaperçu pour au comité ou pour l'association d'Allo. Et on avait eu la venue du haut comité en 2018, je crois, qui avait participé à une comète, qui s'était aussi inquiété du faible taux de décision de reconnaissance PU d'Allo et ce un peu dans la durée. Ensuite, ce qui a fait un peu accélérer les choses, c'est le partenariat qui a été conclu entre l'association d'Allo et la FAS PACA Corse pour partenariat pour organiser des formations à destination des adhérents de la FAS. Et donc, il y a eu 3 sessions de formation, donc c'était en 2022, 23 sans doute, ouais. 3 sessions de formation qui ont réuni une dizaine de structures. Donc voilà, une bonne représentativité de la scène associative locale. Et du coup, dans le cadre de ces formations, une prise de conscience un peu de l'écart entre ce que pouvait dire la loi et ce que pratiquait la Comède localement. Et se dire, ah tiens, c'est illégal d'exiger le délai anormalement long, que le délai anormalement long soit couplé à un autre critère. Ah bon, c'est pas normal qu'un ménage en situation irrégulière soit systématiquement rejeté du DAO. Donc tout ça, voilà, il y a des choses qui ont germé dans l'esprit des acteurs associatifs du fait de l'acquisition de connaissances dans le cadre de ces formations. Ensuite, nous, du côté fondation, on était aussi soutenant d'acteurs associatifs intervenant dans le champ du DALO depuis quelques années, et puis du coup qui nous remontaient, qui nous faisaient part d'alerte sur l'augmentation notamment des orientations vers eux pour aider à constituer un dossier DALO. Pendant un moment, sur les Alpes-Maritimes, il y avait il était possible d'avoir accès assez facilement à l'aide de quelqu'un pour constituer un dossier DALO. Ça n'a plus cours. Donc aujourd'hui, une grande difficulté pour être accompagné dans la constitution d'un dossier DALO. Des remontées aussi des inquiétudes par rapport à l'augmentation des délais de relogement, d'hébergement. Donc tout ça, voilà, nous a fait nous dire que ça pourrait peut-être être intéressant de proposer une rencontre à l'ensemble de ces partenaires associatifs mobilisés pour voir ce qui avait lieu de faire collectivement. Donc, sous l'impulsion de la Fondation et d'associations d'Allo, on a 2 premières réunions qui se sont tenues en juin et en septembre 2024, qui nous ont permis de dresser un premier état des lieux un peu partagé de la situation, un peu catastrophique, hein, mais un peu voilà, de la situation en matière de logement et d'hébergement dans le département et de la situation en matière d'application et de mise en œuvre du DALO, du DAO, et commencer un peu à voir quels seraient les objets de travail que pourrait se donner le groupe de travail. On a aussi identifié assez rapidement dans les premières réunions quelles pourraient être les réserves des uns et des autres par rapport à la dimension interpellation. Il y a un peu la difficulté peut-être d'assumer une fonction plaidoyer vis-à-vis d'institutions qui n'étaient pas forcément très, très à l'écoute de critiques, voire de réserves qui pourraient être émises quant à l'application du DALO. Donc ça va être un objet de travail à venir, quoi. Donc, en janvier 2025, l'URIOPS et la FAS régionale nous ont souhaité rejoindre la dynamique. Et donc, ont mobilisé leurs adhérents pour une réunion. Et là, on a un gros succès de cette réunion, puisque 13 structures présentes, 27 participants. Donc, voilà, ça démontrait l'intérêt
des acteurs associatifs de parler de ce sujet, quoi, qui fait l'objet d'aucune discussion dans des instances dédiées. Donc là aussi, on a continué à affiner un peu quelles étaient les attentes des uns et des autres, de l'échange, de l'interconnaissance, de la mise en commun de ressources, de la formation, et aussi la nécessité, du coup, le webinaire tombe à pic si certains des membres sont là, et le webinaire et le guide, mais voilà, de nécessité de savoir un petit peu plus ce que constituer un comité de veille voulait dire et à quoi on s'engageait en faisant partie. Donc voilà, on a une prochaine réunion qui va se tenir en avril. On a déjà identifié des pistes de travail ou des chantiers à mettre en œuvre. Le premier autour de la mobilisation, remobilisation, élargissement du cercle des membres associatifs qui siègent en Comède, au regard de l'importance de ce que peuvent avoir les représentants associatifs quand ils s'organisent, coopèrent et s'accordent sur des positionnements communs en Comède. Parce qu'on a pu leur faire part des retours d'expérience et de ce qui se passait dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi de ce dont Diane avait connaissance par ailleurs. On a aussi identifié la nécessité de se remobiliser autour du DAO, puisque là, vraiment, il y a une grosse... Enfin, il y a un gros déni de ce qu'est le DAO dans le département, puisque jamais de reconnaissance prioritaire pour les personnes en situation irrégulière, beaucoup de requalification de demandes d'allo en DAO, ce qui nous a paru bizarre à l'ère du logement d'abord. Enfin voilà, il y a vraiment un objet de travail autour du DAO. On a identifié la nécessité peut-être de créer un annuaire des acteurs du DALO pour faciliter l'interconnaissance, les réorientations, mais aussi identifier les zones blanches. Et on va aussi contribuer aux démarches partenariales envisagées avec la DREAL dans le 13, parce qu'on pense qu'effectivement, c'est une vraie dynamique intéressante que de travailler en lien avec la DREAL pour aussi lever peut-être ce frein par rapport à la dimension interpellation, puisque là, du coup, on serait aussi plus en collaboration, en discussion avec la DREAL. Donc voilà, on se positionnerait pas en opposition avec les institutions, mais comme instance de travail constructive et productrice d'éléments de connaissances et d'amélioration de l'application de la loi. Voilà un peu ce que je voulais partager sur l'activité dans les Alpes-Maritimes. Merci beaucoup, Aude. Alors, on avait quelques questions dans le chat. J'ai l'impression que tout a obtenu une réponse. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Alors, on peut continuer. On est très très bien sur. Je vais faire une toute petite intervention parce que je ne sais pas tous les départements qui sont représentés, on va dire, où on a des acteurs. Si on reprend comment dire, l'Observatoire du Haut Comité en 2023, parmi les départements recevant plus de 1000 recours par an qui sont sous la barre des 34% de reconnaissance prioritaire et urgent, je vous cite simplement, il y a encore le Nord, le Val d'Oise, la Haute-Garonne, le Var, la Haute-Savoie, Val-de-Marne, les Yvelines, les Alpes-Maritimes, bien sûr, le Vaucluse, la Gironde et l'Hérault. Hein, c'était pour simplement vous donner une petite cartographie de ceux qui, apparemment, d'après le Haut Comité en 2023, peut-être nécessiter effectivement une action plus forte, plus collective pour essayer de faire mieux reconnaître cette loi. Merci Yves. Alors on a une question dans le chat. Donc, dans le 92, des réunions de déchéance du statut PU d'allo pour refus de logement ou autres à définir sont envisagées. Est-ce que de telles réunions existent dans d'autres départements? Je vois que Clara, tu es en train de répondre. Peut-être que tu veux répondre en direct. Oui, j'imagine qu'il s'agit de la caducisation des dossiers. Je ne sais pas si il s'agit de ça, mais en tout cas,
enfin, la déchéance du statut PU peut, en tout cas en Île-de-France, ça commence à avoir lieu et particulièrement à Paris. C'est ce dont parlait Georges tout à l'heure, où en fait, à partir du moment où une personne qui est reconnue PU DALO refuse un logement qui est considéré comme adapté, dans ce cas, elle peut se voir en fait enlever son statut PU DALO, mais par contre, elle doit repasser en COMED en fait, hein. Elle doit vraiment repasser en COMED et donc là, notamment à Paris, on voit passer de plus en plus de dossiers de caducisation et donc ça, c'est des personnes qui peuvent perdre leur reconnaissance PU, et c'est le cas, hein, il y en a pas mal. Merci beaucoup, Clara. Et donc, on nous confirme aussi que sur Marseille, c'est systématique. Je vous propose de passer à la dernière séquence. Donc effectivement, comme on l'a vu, il y a un enjeu à faire davantage respecter la loi pour avoir amélioré et garantir l'accès à l'hébergement et au logement. Et donc, on a voulu faire un point sur donc les recours non-assistance à personnes mal logées, donc qui ont été déposés le 13 février dernier et qui sont portés donc par le collectif des associations pour le logement, ex-collectif des associations unies. Et pour introduire cette présentation, je vous propose de visionner la vidéo de lancement. Alors, Nous sommes 40 associations unies contre le mal logement. Et ensemble, on poursuit l'État en justice pour non-assistance à personnes mal logées. Aujourd'hui, un Français sur 5 est touché par la crise du logement. Cette crise recouvre des situations très différentes. 4 millions de personnes sont mal logées. Plus d'1 million vivent dans un logement indigne. 12 millions sont en précarité énergétique. Parmi elles, il y a celles et ceux comme moi qui sont plus en difficulté. Les situations les plus dramatiques, les plus urgentes. Cette affaire non-assistance à personnes mal logées, c'est pour elles qu'on l'a fait. La loi française est censée garantir l'accès à un hébergement d'urgence stable et de qualité de manière inconditionnelle. Or, chaque soir, 6 000 personnes appellent le 115 sans obtenir d'hébergement et passent la nuit dehors. Parmi elles, nous sommes plus de 2000 enfants. 70 000 personnes vivent à l'hôtel social, souvent dans de très mauvaises conditions. La loi prévoit aussi que ceux reconnus comme les plus prioritaires pour accéder à un logement social suite à un recours DALO doivent être logés en urgence. Or, 96 000 de ces ménages attendent encore un logement à ce jour, souvent depuis plusieurs années. Ils sont contraints de continuer à vivre dans un logement indigne, inadapté à leur handicap, en centre d'hébergement. Pour chacune de ces situations, l'État ne respecte pas sa propre loi. Il est temps que ça change. Cette démarche est inédite. C'est la première fois qu'autant d'associations s'unissent pour tenter de faire reconnaître la responsabilité de l'État. Ce qu'on veut, c'est que les lois qui régissent le droit à l'hébergement et au logement soient enfin respectées. Et que les politiques évoluent pour que cela ne se reproduise plus. Pour cela, on a besoin de vous. Pour soutenir cette affaire, vous pouvez signer la pétition, partager cette vidéo avec le hashtag non-assistance personnes mal logées et témoigner si vous vous sentez concerné. Donc, effectivement, ces recours ont été donc portés par le collectif des associations pour le logement. Donc, il y a plusieurs associations du collectif qui sont requérantes sur les recours. Donc, 2 recours ont été déposés de manière simultanée. Un recours qui concerne l'hébergement d'urgence. Donc, sur les 3 axes, les 3 principes fondamentaux de l'hébergement d'urgence qui ne sont donc pas respectés, à savoir l'inconditionnalité de l'accueil dans un hébergement d'urgence pour toute personne sans abri et en situation de détresse. Donc, un principe qui est consacré dans le Code de l'action sociale et des familles à l'article L345-2-2. Cet article prévoit aussi des obligations connexes en matière de dignité de l'accueil et prévoit un accompagnement social adapté à la situation de la personne jusqu'à ce qu'une orientation adaptée à sa situation lui soit faite. Donc, dans le troisième article sur lequel on s'est basé pour dénoncer la carence de l'État, c'est l'article L345-2-3 du Code de l'action sociale et des familles qui consacre le principe de continuité de l'accueil, c'est-à-dire que les sorties de l'hébergement d'urgence ne peuvent se faire que si une solution adaptée à la situation de la personne lui soit proposée.
Donc, comme on peut le constater dans les faits, notamment grâce aux demandes non pourvues, à l'enregistrement des demandes non pourvues chaque soir au 115, la carence de l'État est avérée. De nombreuses personnes se retrouvent sans solution d'hébergement chaque soir. Donc, je vous ai projeté les derniers chiffres qui ont été recensés au 115, sur lesquels on a pu communiquer avec le collectif des associations pour le logement. À savoir que les demandes non pourvues, ne sont pas du tout, une représentation exhaustive de la réalité. Elles sont bien en deçà de la réalité du nombre de personnes qui sont sans solution d'hébergement. Parce que, les demandes non pourvues ne recensent que les personnes qui appellent le 115. Donc on sait que faute de réponse satisfaisante, beaucoup de personnes se découragent et ne sollicitent plus les services du 115. Les services du 115 sont saturés, il manque de moyens humains pour pouvoir répondre favorablement, enfin, de répondre tout court aux appels qui vont être faits, et donc une grande partie des personnes en situation de sans-abrisme ou sans solution d'hébergement ne sont pas comptabilisées. Donc le recours d'une assistance à la personne mal logée vise à dénoncer la carence de l'État et à ce que le tribunal puisse prendre des injonctions visant à prendre toutes les mesures utiles pour garantir l'inconditionnalité de l'accès à l'hébergement d'urgence, pour garantir que les personnes soient accueillies dans des conditions dignes et puissent bénéficier d'un accompagnement social adapté à leur situation, et puissent rester dans l'hébergement d'urgence jusqu'à ce qu'une solution adaptée à leur situation soit proposée. Un second recours a été porté par le collectif des associations pour le logement, et je vais laisser la parole à Diane pour qu'elle puisse vous le présenter. Oui, merci. Donc, je vais vous présenter rapidement le recours DALO qui a été déposé. Donc, l'idée du collectif des associations pour le logement, c'était vraiment de couvrir le mal logement sur les deux volets principaux, donc hébergement et accès au logement. Concernant le recours DALO, ça a été, on est parti du constat assez simple que 95 000 ménages, 95 000, plus de 95 000 ménages reconnus prioritaires au titre du DALO n'ont toujours pas été relogés dans les délais légaux impartis à l'État. Au regard de la loi, on l'a rappelé à plusieurs reprises depuis le début de ce webinaire, l'État a une obligation de résultat pour le relogement de ces ménages, ce qui sous-entend qu'il ne peut pas se défausser en invoquant le manque de moyens. Et pour répondre à cette obligation, c'est ce sur quoi on a insisté dans le recours, l'État a énormément de leviers et a des moyens légaux à sa disposition qui n'actionnent pas ou pas suffisamment. Donc, par exemple, mobiliser le contingent préfectoral dans sa quasi-totalité. On a des quotas d'attribution minimaux de logements à respecter pour l'ensemble des réservataires de logements sociaux au profit des ménages prioritaires DALO, et ça n'est pas respecté suffisamment non plus. On a un pouvoir de substitution du préfet si ces réservataires ne font pas leur travail d'attribution aux ménages prioritaires DALO. Et par moment, certains de ces leviers sont inscrits dans la loi de manière positive et l'État n'aurait a priori pas le choix d'activer ces leviers et reste inactif malgré tout. Donc finalement, nous, on a voulu, dans ce recours-là, démontrer également une carence systémique de l'État dans la non-application de la loi DALO. Donc il y a évidemment le fait que les ménages prioritaires ne sont pas relogés dans les délais, ça n'a pas été très difficile à démontrer, mais on est aussi venu démontrer que l'État ne venait pas actionner ou insuffisamment les autres moyens légaux à sa disposition, donc les moyens que je viens de vous citer pour obtenir le relogement effectif de ces ménages. Donc comme l'a dit Camille, on a formulé des demandes auprès du juge pour qu'il enjoigne à l'État d'agir pour qu'il applique sa propre loi. Et du coup, ces injonctions ont été déclinées dans cette slide, donc pour le recours hébergement à gauche et le recours DALO à droite. Et Camille a mis également les synthèses rédigées par le collectif des associations pour le logement pour que vous ayez le résumé quand vous aurez le PowerPoint à disposition des deux recours. Voilà, on a des synthèses qui reprennent l'ensemble des éléments de ces deux recours. Du coup, on a fait assez court pour vous les présenter ce matin. On voulait vous parler de ces recours, notamment parce que, à notre sens, je pense qu'il faut passer à la slide suivante, Camille, s'il te plaît. Peut-être qu'on fait la suivante et on reparle de la pétition ensuite. Je sais pas ce que tu en penses. Mais du coup, pour nous, l'idée, c'est là. Voilà. Pour nous, l'idée, c'est que les comités de veille ont vraiment un rôle à jouer. L'audience, Camille va en reparler un petit peu, mais l'audience aura lieu d'ici un an et demi. Et il faudra avoir à nouveau des éléments de preuve à apporter au juge pour démontrer que la carence dont on a parlé, qu'on a démontré dans ces recours, perdure. Et pour nous, les comités de veille ont vraiment un rôle à jouer parce qu'elles ont ce regard local. Donc l'idée aussi du COPIL qu'on a créé au niveau national, c'est peut-être de se faire le relais des comités de veille qui pourront faire remonter ces données
Donc il y a vraiment un enjeu que les acteurs locaux fassent remonter et des éléments de preuve, ce dont parlait Aude aussi tout à l'heure, quand elle évoquait un peu les difficultés qu'on avait à faire remonter des données objectives, des courriers par exemple, du terrain. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on voulait vous parler en conclusion de ces recours, c'est que les comités de veille existants ou en devenir auront un rôle à jouer pour recenser ces éléments de preuve et pour nourrir ces deux procédures. Merci beaucoup, Jen. Effectivement, alors attendez, je vais passer la slide. Donc, on a fait un gros travail durant l'année dernière, un travail de recensement des preuves qui visait justement à pouvoir illustrer et dénoncer la carence de l'État et pouvoir, in fine, déposer un recours indemnitaire pour justement dénoncer la carence de l'État dans son obligation de résultat. Et donc là, on attend que le juge puisse apprécier finalement cette carence au moment du jugement et puisse aussi faire une injonction à cesser le préjudice sur les associations et sur les personnes qui sont accompagnées par ces associations. Donc, on a fait un gros travail de recensement des preuves durant l'année dernière, accompagné de 2 cabinets d'avocats. Et on a encore un gros travail à faire de pouvoir justement, comme le disait Diane, continuer à alimenter le recours, continuer à recueillir les preuves pour justement montrer la carence de l'État dans la durée. Donc là, plusieurs étapes juridiques seront à venir sur le recours. L'État aura, dans un délai qui sera fixé par le juge, aura la possibilité de répondre aux recours qui ont été déposés dans un délai de plusieurs mois. S'en viendra ensuite une phase de réplique des associations requérantes par rapport à la défense, aux mémoires en défense qui seront justement proposées par l'État. Et ensuite, d'ici 1 an à 1 an et demi, l'audience interviendra. Et donc, on a vraiment cette nécessité et c'est pour ça qu'on avait justement décidé de vous parler de ces recours aujourd'hui. On a besoin finalement de vous, on a besoin de votre mobilisation pour pouvoir continuer à démontrer cette carence de l'État et à apporter un maximum de preuves pour nourrir ce recours dans la durée. Alors, je ne sais pas si on a des questions. Par contre, on a vraiment super bien tenu le délai. Il est midi pile. Euh, ok. Alors, je pense qu'on peut conclure ce webinaire. Donc, je rappelle, le webinaire sera disponible en replay sur la page YouTube de la Fédération des acteurs de la solidarité. Nous vous mettrons également à disposition le PowerPoint parce qu'il y a plusieurs liens, notamment sur les synthèses des recours qui y sont inscrits. Et on vous mettra donc le guide technique sur lequel on a travaillé avec les partenaires. Et il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre participation, pour les questions, pour les réactions, pour vos retours d'expérience et à remercier tous les intervenants de ce webinaire. Merci beaucoup et bonne journée à toutes et à tous.